Alors, dans le prochain exercice, on va voir comment faire du close dans TypeFlow. Pour ça, je vais commencer par créer un plane que je vais centrer dans ma scène et que je vais venir dupliquer en hauteur. Donc je vais en faire une centaine, voilà. Donc maintenant, on va essayer de donner un aspect plus irrégulier, en tout cas plus naturel à notre pile de papier. Alors je pourrais venir le faire à la main sur chacun des papiers, comme ça, faire une petite rotation individuellement sur chacun des papiers. Mais je vais plutôt utiliser un script. Donc je vais venir sélectionner ma pile de papier et je vais ouvrir l'éditeur de script. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le script, on va décortiquer un peu cette ligne de code. Donc pour commencer, on a un for. Alors for, c'est un mot qui indique qu'on va être dans une boucle, c'est-à-dire qu'on va répéter une même action pour tous les objets d'un ensemble, i étant ici la variable qui va tour à tour prendre pour identité chaque objet de la boucle. Ensuite, on a in selection, selection étant l'ensemble à traiter. En l'occurrence, la sélection, c'est tout ce qu'on a de sélectionné dans notre scène. Ensuite, on a l'action à exécuter. Rotate, c'est donc une rotation sur l'objet i. Cette rotation, on la veut sur un axe seulement, c'est pour ça qu'on a rotate axis. Ensuite, on définit la valeur de rotation. On va donc générer une valeur random entre -8 et +10. Et pour finir, on choisit l'axe de rotation entre ces crochets. Donc ici, on choisit le Z, puisque comme vous le voyez, on a dans l'ordre successivement l'axe X, Y et Z. Z sur lequel on a mis 1, 1 étant en fait une booléane, donc vrai ou faux, 0 égale faux, 1 égale vrai, donc c'est bien sur l'axe Z que va s'appliquer la rotation. Donc on s'assure qu'on a nos papiers sélectionnés et puis on va pouvoir faire un CTRL-E dans l'éditeur de script pour exécuter le script. Voilà, on a une rotation aléatoire qui a été faite sur chacun de nos papiers. Maintenant on va pouvoir passer à la création du TypeFlow. Donc je ferme mon éditeur de script et je viens créer un nouveau TypeFlow dans ma scène. Nous ce qu'on veut ici c'est convertir notre pile de papier en particules pour en faire du close. Pour ça, on va venir utiliser un burst object. Alors le burst object, si on se réfère à sa description, il va convertir des objets de la scène en particules. Dans notre cas, c'est beaucoup plus simple que de passer par un burst normal, puisqu'il aurait fallu d'abord empiler nos particules, puis leur assigner une géométrie, tandis que là, le burst object, il va conserver la position de nos géométries, il va simplement les transformer en particules. Donc on va ajouter les papiers à la liste du burst object. Pour ça, je les sélectionne et je peux cliquer ensuite sur Add Selected. On peut maintenant cacher nos objets références. On voit qu'on a des particules ici, et si on passe le display en géométrie, on peut voir la géométrie des particules. Donc ça correspond bien à notre pile de papier qui a été reproduite sous forme de particules. Donc là, on va pouvoir commencer à faire du close. Alors ce que je veux moi, c'est que mes papiers s'envolent. Alors je veux pas qu'ils s'envolent tous en même temps, je veux qu'ils s'envolent les uns après les autres, du haut vers le bas. Pour ça, je vais d'abord créer une box. Cette box, je vais venir la placer au-dessus de ma pile de papier, et je vais venir l'animer du haut vers le bas. Voilà. Je vais ensuite utiliser un surface test. Le surface test, c'est un opérateur qui va nous permettre de tester la position de nos particules par rapport à un ou plusieurs objets. Alors il y a plusieurs modes, vous voyez que de base il est en distance, nous on va le passer en volume inside, d'accord, et on va piquer notre box. Donc si j'affiche le nombre de particules, je vois que les particules qui se retrouvent à l'intérieur de ma box ont bien été transférées dans l'event 2. Donc je passe la couleur de mon display en rouge pour bien les voir, et je vais passer ma box en display as box et je vais en profiter pour décocher l'option renderable dans ces options. Voilà. Donc on voit bien que nos particules au passage de la box sont envoyées dans l'autre event. Dans l'event 2, je vais ensuite rajouter un speed. Je vais lui donner une valeur de 50 par exemple, et je vais venir lui dire d'utiliser une nouvelle icône qui va nous servir à contrôler la direction de nos particules. Donc je crée une icône que je place de façon à envoyer les particules dans une certaine direction. Je vais aussi rajouter un peu de divergence dans le speed. Et voilà, j'ai mes papiers qui commencent à s'envoler. Donc c'est bien, sauf que le problème maintenant, c'est que nos papiers sont rigides. Ils n'ont pas encore un comportement de papier. Donc on va venir ajouter un opérateur qui s'appelle closeBind. Donc le closeBind, comme vous pouvez le voir, va convertir la géométrie de nos particules en close. On peut désactiver le display de l'event 2, on n'en a plus besoin, puisque l'opérateur closeBind dispose de son propre affichage, il va générer un mesh, vous voyez. Maintenant, si j'active mon opérateur display, on peut voir apparaître des particules au niveau des vertex de mes géométries. En fait, le nombre de particules qui va constituer un close va dépendre du maillage de mes géométries. Donc si j'ai pas assez de subdivision, on va avoir un close plutôt anguleux, c'est pas très beau. Alors là on a deux solutions, soit on peut venir ajouter un turbo smooth ou un tessellate directement sur nos objets références, ou bien on peut aller chercher un opérateur qui s'appelle subdivide et qui va venir, comme son nom l'indique, subdiviser la géométrie de nos particules. Donc ça va nous permettre de gagner en détail, d'avoir un résultat plus doux. Alors tout à l'heure on avait quelque chose de très rigide, là au contraire on va avoir tout l'inverse, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc là à partir de là j'ai deux solutions, soit je continue de tout faire dans cet event, soit je sors les particules de mon close et je les envoie dans un autre event. Donc c'est ce que je vais faire, vous voyez que le close ici a une sortie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer les particules du close dans d'autres events. Alors si je le fais, vous voyez que j'ai plus du tout d'animation, tout simplement parce que mon speed ici se trouve en dessous du close. Et ça veut dire que les particules qui constituent le close ont été send out avant d'avoir pu être affectées par le speed. Par contre, si je mets le speed au-dessus, je récupère une animation, même si elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Mais vous voyez que nos papiers s'envolent. Je vais passer le display de mon troisième event en small dot pour y voir un peu plus clair. Donc là, si on résume, qu'est-ce qui se passe? On a des papiers qui ont été créés dans le premier event,
avec un burst object, puis ces papiers ont été envoyés dans le deuxième event au passage de la box à l'aide du surface test, et dans cet event, ils vont d'abord être subdivisés, puis ils vont subir un speed en fonction de la direction de l'icône. Et seulement après, ils vont être convertis en close. C'est pour ça que les particules ici qui constituent le close, et qui sont maintenant dans le troisième event, n'ont pas été affectées individuellement par la divergence ou la variation du speed. Et c'est pour ça que nos papiers sont encore rigides. Vous voyez que si je viens rajouter une force ici, par exemple un noise, vous voyez que mon noise s'applique bien sur ces particules, et ça modifie directement le close. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une sorte d'interdépendance entre les particules du close et le close lui-même. Vous pouvez totalement disperser vos particules dans plusieurs events, et elles resteront quoi qu'il arrive connectées à l'opérateur du close. Et c'est pour ça que la turbulence dans le troisième event affecte directement le close qui lui est dans le deuxième event. Et dans l'opérateur close, vous voyez que j'ai aussi accès à des paramètres pour contrôler par exemple la rigidité du close. Ici je vais passer les binding stiffness à 1, justement pour augmenter cette rigidité. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour contrôler un close, il faut prendre en compte ces deux aspects, d'un côté les particules du close, et de l'autre les paramètres du close lui-même. Vous voyez aussi qu'au début on est parti d'une centaine d'objets, et qu'avec un close, on se retrouve rapidement avec des milliers de particules. Encore une fois, ça va dépendre de la définition du maillage. Plus on a de subdivision, plus on aura de particules. Ensuite, ce que je peux faire, c'est éventuellement passer le time step de mon TyFlow en unmi-frame pour avoir une transition moins brutale entre la pile de papier et l'envolée des particules. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand mes papiers commencent à s'envoler, ils commencent d'abord par se soulever du côté du vent, donc ici sur la gauche. Alors pour ça, je vais simplement créer un plane que je vais venir positionner sous ma pile de papier. J'essaye de le faire matcher à peu près à la taille de la pile de papier, donc je peux enlever les subdivisions, j'en ai pas besoin. Et je vais venir appliquer sur ce plane une texture, donc un gradient ramp en noir et blanc tout simplement. Alors je vais tourner mon plane de façon à ce que la partie blanche du gradient se trouve du côté de mon vent. Alors ce qu'on va faire ici, c'est multiplier la vitesse de nos particules par la valeur de noir et blanc, de façon à avoir quelque chose de plus rapide sur la gauche et de moins rapide sur la droite. Et pour ça, on va utiliser le script operator. Donc je vous ai mis à disposition le script dans la description de la vidéo. Vous aurez juste à le loader dans l'éditeur de script pour pouvoir l'utiliser. Pour ceux que ça intéresse, on va décortiquer un peu comment fonctionne ce script. Vous allez voir que c'est assez simple. Alors vous voyez que le script operator il se présente de cette façon. Dans la liste du haut, on va pouvoir ajouter des objets et dans la liste du bas, on va pouvoir ajouter des textures. Donc je viens placer mon script dans l'event 3. Je vais d'abord ajouter mon plane avec mon gradient dans la liste du haut et puis je viens drag and drop depuis le material editor ma texture, donc mon gradient ramp, dans la liste du bas. Vous voyez que le script ici devient vert, ça veut dire qu'il fonctionne correctement. En tout cas, il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. Donc si on ouvre l'éditeur de script, on peut voir le code à l'intérieur et c'est ici que vous allez pouvoir loader le script que je vous ai fourni. Alors je vais replier tout ça juste pour vous montrer que tout en bas du script, il y a une documentation complète. Donc le langage de programmation, c'est du C#. En fait, ici, vous allez trouver toutes les informations relatives aux particules et à l'utilisation du script dans TyFlow. Alors nous, notre code, on va venir le faire ici, dans le bloc public void simulation step. Alors il faut savoir que ce script, il va pouvoir utiliser plusieurs objets. Dans notre cas, on va utiliser qu'un seul objet, donc le plane. Et du coup, le code va véritablement se limiter à ça et ça. D'accord ? Par contre, si vous avez plusieurs objets dans la liste, il y a toute cette partie-là qui va être prise en compte. On va pas la détailler ici, on va se concentrer sur la version simple, entre guillemets, du script, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc on commence ici par une boucle. Alors au début de la vidéo, si vous vous souvenez, on a utilisé une petite ligne de code pour randomiser la rotation sur nos planes. Donc on avait utilisé une boucle, bah ici c'est pareil, on va utiliser une boucle pour exécuter une suite d'opérations sur un ensemble d'objets. Là ici en l'occurrence les objets ça va être nos particules. Donc c'est ce qu'on a ici, on veut que pour toutes nos particules, d'abord l'ID de la particule soit enregistré, ensuite on va venir enregistrer son âge en event age, et si son âge est égal à 0, alors les actions pourront être exécutées sur la particule. Alors pourquoi on teste son âge? Tout simplement parce que si l'event age d'une particule est égal à 0, ça veut dire qu'elle vient d'entrer dans l'event. Donc c'est un peu comme si on recrée le mode de timing onEventEntry, mais directement dans le script, ok? Donc en dessous on a une variable qui va nous permettre d'enregistrer la position de la particule. Alors ensuite, toutes ces variables et tout ce qui se passe ici, entre parenthèses, c'est ce qui va nous permettre de déterminer quel est l'objet le plus proche de la particule. Ensuite, on va venir chercher ici le point le plus proche de la particule sur la surface de l'objet. Object cible ici, c'est l'objet 1 qu'on a déclaré dans une variable au-dessus. Vous pouvez simplement marquer object 001 et pas passer par une variable si vous n'utilisez qu'un seul objet. En fait, objet 001, c'est simplement le premier objet dans la liste. La variable color ici va nous permettre de récupérer une valeur de gris sur le point qu'on a déterminé juste avant. Donc la valeur de gris correspond tout simplement à la valeur de notre gradient sur ce point précisément. Donc c'est une valeur comprise entre 0 et 1, 0 étant noir et 1 étant blanc. Alors la variable juste en dessous, dans l'absolu, elle sert à rien, d'ailleurs je vais la supprimer du script, donc voilà, n'y faites pas attention. Ensuite, on a la variable speed, donc on va simplement venir récupérer la vélocité actuelle de la particule, donc la vélocité de la particule au moment où elle rentre dans l'event. Et pour finir, en dessous, on vient redéfinir la vélocité de la particule en multipliant la vélocité actuelle par la valeur de gris qu'on a trouvée dans la variable color. Ok ? Donc tout naturellement,
plus une particule va aller vers le noir, plus elle va être ralentie, puisque sa vélocité va être multipliée par une valeur inférieure à 1. Et vous voyez bien que c'est ce qu'on a ici, c'est d'abord la partie de gauche qui vient se décoller de la pile. Donc voilà, on a fini avec le script, on peut fermer l'éditeur de script, et on peut également fermer l'éditeur de matériaux. Avec certaines textures, dans certains cas, ça peut faire bugger TypeFlow si le Material Editor reste ouvert avec une texture pluggée dans le script. Une fois qu'on s'est occupé du script, on peut venir rajouter par exemple une gravité. Si je la trouve un peu forte, je peux venir dans les options du force opérateur, on voit qu'on a une valeur d'influence pour la vélocité, je vais la passer à 20%. Maintenant, si on veut que nos papiers retombent sur le sol, on peut évidemment utiliser un opérateur collision. Dans notre cas, je vais plutôt utiliser un limiteur, je le trouve plus rapide à calculer que l'opérateur collision. Ici, on va simplement limiter la position du Z, on va la mettre à 0. Ensuite, pour éviter que nos particules glissent sur le sol, on va pouvoir utiliser par exemple un slow. Et si on trouve que nos particules ne vont pas assez vite, on peut globalement multiplier leur vitesse sans avoir à toucher au premier speed. Pour ça, on va placer un speed en haut du troisième event qu'on va mettre en mode Inherit Previous. Donc on pense bien à mettre le mode Inherit Previous en magnitude et en direction. Vous voyez ici qu'on a une valeur de multiplieur pour modifier la vélocité de nos particules. Alors comme j'ai mis un slow, mes papiers forcément retombent moins vite. Donc je peux éventuellement réajuster ma gravité, je vais la passer à 80%. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est rajouter un opérateur Particle Physics. En fait, c'est un opérateur qui va créer des collisions entre les particules, donc des collisions sphériques. Donc ça va être utile pour éviter les interpénétrations du close, mais aussi pour conserver, comme je vous le disais, une forme de rigidité dans le close. Alors faut pas le confondre avec les opérateurs physics avec un X à la fin. Là, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même solver. Le Particle Physics, comme je vous le disais, il va créer des zones de collision ou d'attraction d'ailleurs, autour des particules. Tandis que l'opérateur Physics Shape, lui, va physicaliser les particules, c'est-à-dire qu'il va se servir de la géométrie des particules comme collider, et il va assigner des propriétés physiques aux particules. Alors entre-temps, j'ai augmenté un peu mon speed en inherit, et j'ai également passé mon slow à 15%, et surtout j'ai enlevé la variation du deuxième speed pour éviter justement d'avoir un aspect trop froissé sur mon close. Donc j'ai été récupérer quelques images de journaux, de papier journaux. Donc on va s'en servir comme matériau pour nos closes. On va créer simplement... On va venir dupliquer celui-là par exemple. Donc on va venir créer 3 différents matériaux, et dans chacun d'eux, on va mettre une texture différente de papier journal. Ensuite, je vais venir créer ici un multi-sub object, relier mes 3 matériaux au multi-sub, et c'est ce multi-sub que je vais appliquer à mon TypeFlow. Voilà. Alors dans chacun de mes matériaux, je vais faire en sorte d'avoir coché l'option Show Shaded Material in Viewport. Sinon, je ne verrai pas ma texture dans le viewport. Maintenant, je vais simplement venir ici rajouter un Material ID, le mettre en random, de 1 à 3. Et là, vous voyez que j'ai comme une pile de papiers journaux. Donc si je veux rajouter une petite épaisseur à mes papiers, je peux venir ici dans mon close, rajouter un shell. Alors vous voyez que ça rajoute ici une petite épaisseur à ma surface. Le problème si je fais ça, c'est que sur ma pile de papier, le shell ne va pas s'appliquer. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rajouter de shell ici, je vais simplement venir exporter ma simulation dans un tie cache. Alors pour ça, j'utilise l'opérateur Export Particles. C'est un opérateur qui va me permettre d'exporter des particules dans différents formats. Par défaut, il est configuré en tie cache. Ça vous permet d'enregistrer physiquement sur votre serveur une simulation. Donc si vous laissez comme ça l'export particles dans son propre event, par défaut, il va tout prendre. Si on va dans l'onglet Geometry Settings, on voit que de base, il prend bien la géométrie du close. On va laisser les paramètres tels quels. On va aller ici dans le tie cache settings. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'il va exporter. On va lui donner ici un chemin d'export. Donc vous lui définissez un chemin d'export. Donc vous créez un dossier et vous mettez votre chemin là-dedans. Je vous conseille quand même d'exporter votre tie cache dans un dossier bien à part, puisqu'il va créer énormément de fichiers, vous allez voir. Donc faites pas ça n'importe où. Vraiment isolez votre tie cache dans un dossier à part. Et on va cliquer ici sur Generate tie cache file. Donc là, si j'éteins ma simulation, on voit que dans ma scène, un tie cache a été créé. Et vous voyez que j'ai plus besoin du tout de calculer ma simulation. En fait, elle a été bakée, elle a été enregistrée ici. Donc le tie cache, il se présente comme une icône, vous voyez. Donc le tie cache va loader ma séquence. J'ai des options de retimer, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est le display. Vous voyez que dans le viewport de base, le tie cache utilise un GPU instancing. Pour l'instant, il n'y a pas d'information de mesh dans votre viewport. Tout est envoyé à votre carte graphique et donc ça rend la lecture très rapide. Par contre, si j'essaye de venir mettre un shell sur mon tie cache, vous voyez qu'il disparaît. En fait, pour l'instant, le tie cache, c'est pas une géométrie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement venir décocher
ici dans le display cette option, Use GPU Instancing. Et à partir de là, alors la lecture risque d'être un peu plus longue. Bon, quoique là pour une simulation comme celle-ci, ça change pas grand-chose. Mais je vais pouvoir venir ajouter des modifieurs. Donc là, mon shell, vous voyez qu'il va s'appliquer non seulement sur mes papiers en vol, mais aussi sur ma pile de papier. Donc là, il est peut-être un peu fort. On va vraiment le mettre très léger. Et vous voyez que comme ça, vous pouvez venir rajouter des modifieurs sur un die cache. Donc c'était une petite introduction au close. On n'a pas été très loin, mais c'était simplement pour vous montrer comment ça marche. On a vu aussi le script, alors dans TyFlow et un petit bout de script aussi dans MaxScript. Et on a vu aussi l'export particules qui va nous permettre d'exporter nos particules. Ici on l'a fait en die cache. On aurait très bien pu le faire en alambic par exemple. Si on fait un petit tour des différents objets qu'on peut exporter avec un export particles, on voit ici qu'on a l'option objet. Objet, ça va plus être pour des objets rigides. Le PRT, c'est simplement des points de particules dans l'espace, donc ça a très bien fonctionné par exemple avec Krakatoa. Ensuite, vous avez des options pour exporter en alambic et en VREProxy. Et vous voyez que chaque type d'export a ses propres options. Donc dans le prochain exercice, on va aborder la destruction dans TyFlow.